Amis internautes, bonjour. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire que son remède miracle contre la fatigue était un médicament à base de plantes. C'est très certainement véridique, beaucoup de plantes sont connues pour avoir des effets bénéfiques dépassant aisément le simple effet placebo. Mais ce n'est pas le cas de toutes les plantes, que l'on vend comme des remèdes miracles alors même que certaines... Mais il va pas se mettre à faire de la bio en plus. Quoi encore? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu te mets à faire des vidéos facecam, maintenant tu te mets à faire des vidéos de biologie. Moi, il me reste quoi comme sujet si toi tu te mets à faire des vidéos de biologie? Moi, je vais traiter les vieux sujets de merde. Allez, tiens, prends ça. Après, merci. Si, prends-la, ça va te calmer. Ah. Mais c'est pas si mauvais en fait, hein. Putain, je suis détendu, c'est quoi ton truc? Bah, c'est une tisane d'aubépine, mec. Tu connais pas? Non, parce que franchement, ça a des effets contre le stress vraiment génial. Non, je connais pas du tout. Attends, si ça marche, je dirais que l'homéopathie aussi. Ah, l'homéopathie. Il me faudrait toute une vidéo pour en faire le tour, je crois. Bon, bah du coup, vu que t'es là, autant en profiter. Du coup, commençons par le commencement. L'homéopathie, c'est quoi? Ben en fait, c'est une pratique de médecine dite alternative qui est considérée par la communauté scientifique comme une pseudo-science. C'est-à-dire que ce n'est pas une science au même titre que les mathématiques, la physique ou encore la médecine. Bah, pourquoi c'est pas une science? Eh bien, tout simplement car est défini comme une science tout domaine comportant un ensemble cohérent de connaissances relatives à des faits et des phénomènes obéissant à des lois vérifiées par les méthodes expérimentales et scientifiques. Et tu vas voir que dans le cas de l'homéopathie, on est loin de tout ça. C'est en 1976 que l'allemand Samuel Hahnemann eut l'idée de l'homéopathie. Selon lui, il était possible de lutter contre les maladies en utilisant ce qu'il appelle le principe de similitude. Concrètement, ce principe part du postulat que si une substance est capable de créer des troubles sur le corps d'un homme, en bonne santé, alors c'est qu'elle est aussi capable à faible dose de faire disparaître ces mêmes symptômes chez un patient lui vraiment malade. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, l'homéopathie répond aussi au principe de la globalité, c'est-à-dire que le traitement doit s'adapter à tous les symptômes que peut présenter le malade, et non seulement à ceux causés par la maladie. Enfin, troisième et dernier principe régissant l'homéopathie, l'infinitésimalité, qui prétend qu'une solution de principe actif très fortement diluée dans de l'eau garderait les propriétés médicinales si elle était agitée lors de sa préparation. On est d'accord, c'est assez bizarre comme truc. Du coup, on va approfondir ça en regardant comment les médicaments homéopathiques sont élaborés. On compte principalement trois méthodes: la dilution centésimale hahnemannienne, la dilution décimale hahnemannienne et la dilution korsakovienne. Attardons-nous d'abord sur la dilution centésimale. Le principe de cette méthode est de prendre une dose d'une solution de principe actif et de la diluer dans 99 doses de solvant neutre, souvent de l'alcool ou de l'eau. Pendant la dilution, il est évidemment important d'agiter le tout pour respecter le fameux principe d'infinitésimalité si cher à l'homéopathie. Après une dilution, on dit que la solution est un CH, et on peut réitérer l'expérience autant de fois que l'on veut. Alors ça ne te parle peut-être pas beaucoup, mais à chaque fois qu'une dilution est réalisée, il ne reste seulement qu'1% de la solution précédente. De ce fait, plus tu dilues, moins il reste de principe actif. À tel point qu'à partir d'une solution de 12 CH, il n'y a statistiquement plus aucune molécule de principe actif dans la solution. Dis-toi qu'une seule goutte d'eau dans le lac Léman correspond à une dilution de 10 CH. C'est dire à quel point les solutions homéopathiques sont complètement diluées. Et ce n'est pas mieux avec la méthode de dilution décimale. En fait, elle se base exactement sur le même principe. Sauf qu'au lieu d'avoir une dose de principe actif pour 99 doses de solvant, on utilise ici 10 doses de principe actif pour 90 doses de solvant. Enfin, troisième et dernière méthode, la dilution korsakovienne. Et là, tu vas voir que le principe de cette méthode est hors de toute logique scientifique. Cette fois-ci, à l'instar de la méthode centésimale de Hahnemann, on dilue dans un flacon agité une dose de principe actif pour 99 doses de solvant. Sauf que, et c'est là que ça devient complètement fou, le flacon contenant la solution est ensuite vidé de son contenu, puis re-rempli de solvant, et réagité, puis revidé, puis réagité, etc., etc., etc. Et on peut refaire le cycle autant de fois que l'on veut. Par exemple, un remède dit de 1000K aura subi 1 millier de ces cycles. Alors bon, je sais que ça ne vaut pas du tout pour une preuve, hein, mais rien que là déjà, je sais pas pour toi, mais je me dis que ça sent un peu l'enfumage tout ça. Aucune des méthodes ne paraît cohérente car finalement, dans la plupart des médicaments homéopathiques, les traces de principe actif sont statistiquement nulles. Alors que bon, c'est la dose qui fait qu'un principe actif aura un effet ou non, et ça c'est scientifiquement prouvé. Et étant donné qu'il n'y a plus de dose du tout dans le médicament final, il paraît scientifiquement impossible qu'il y ait un quelconque effet. Pourtant, cela n'empêche pas les homéopathes d'affirmer que ces remèdes sont efficaces. En effet, pour contrecarrer cet argument pourtant implacable, ceux-ci évoquent le principe de la mémoire de l'eau. Ah oui, la mémoire de l'eau. J'ai vu une paire de trucs dessus. Elle a été découverte par l'immunologue français Jacques Benveniste. Son propos est relativement simple. Si on introduit une molécule dans de l'eau et qu'on dynamise le tout, c'est-à-dire qu'on agite, le liquide va peu à peu s'imprégner des propriétés et conserver une fois la substance disparue.
Bon alors l'article à sa sortie a fait pas mal de bruit puisqu'il a été publié dans Nature, rien que ça. Mais deux problèmes. Déjà il a été fortement critiqué par la communauté scientifique, en même temps il faut les comprendre. Jusque-là les chimistes savaient qu'une molécule avait une propriété, selon sa forme, ses sites actifs, ce genre de choses. Et là paf on découvre que non, on sait pas trop pourquoi, mais de l'eau peut changer de propriété rien que par contact avec d'autres principes actifs. Pour des raisons de protocole pas super rigoureux et une embrouille de conflit d'intérêts, puisque le monsieur était quand même financé par Boiron, son article a été désavoué par le célèbre magazine. Mais en dehors de cette forte médiatisation, la mémoire de l'eau en est où aujourd'hui? Son porte-étendard est loin d'être un scientifique sorti de nulle part puisqu'il s'agit de Luc Montagnier. C'est le lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine de 2008 pour l'identification du virus du sida. Donc le genre de mec qui pèse dans le game quand même. La théorie a bien évolué aujourd'hui, ses défenseurs avancent le fait que, après agitation, l'eau formerait des nanobules qui imiteraient la forme du principe actif qu'elle détient. Bon alors entre nous, cet argument reste assez flou puisque très peu d'essais scientifiques vont dans ce sens, et même si c'était vrai, c'est pas parce qu'on a une maquette qui imite la forme d'un Airbus qu'on peut la faire décoller de la même façon. Mais tout ça c'est rien puisque le professeur Montagnier va encore plus loin et avance la chose suivante. Puisque toute matière émet des rayonnements, si j'enregistre les rayonnements d'une solution contenant une molécule active, il me suffit de bombarder de l'eau pure avec un rayonnement identique pour lui conférer les mêmes propriétés. Bon alors là j'avoue que pour moi c'est un peu gros, déjà le coût des nanobules repose sur pas grand chose, mais là c'est du jamais vu. Tout ce qu'on sait en chimie aujourd'hui va à l'encontre de ce principe, on étudie les procédés chimiques selon des actions entre des molécules qui vont des sites actifs et une structure bien précise, et là il semblerait que les propriétés chimiques ne soient en fait qu'une affaire de rayonnement. Le problème, c'est que la controverse est tellement importante qu'il est vraiment compliqué de trouver des articles objectifs sur le sujet. Tu as d'un côté ceux qui se foutent littéralement de la gueule des scientifiques partisans de la mémoire de l'eau, bon, c'est méchant mais faut avouer que les preuves sont pas non plus tip-top, et de l'autre ceux qui au contraire crient au complot disant que la société veut dissimuler les résultats et qu'on étouffe les expériences réussies. Quoi qu'il en soit, dans le monde scientifique, plus une découverte va à l'encontre des connaissances préétablies, plus sa démonstration doit être solide. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas le cas pour la mémoire de l'eau. Donc tant que rien n'est prouvé, officiellement, au regard de la science, la mémoire de l'eau c'est du flan. Mais après, tout le monde a le droit d'espérer qu'un jour, ça soit démontré. Mais enfin, quelque part, le fait que la mémoire de l'eau existe ou non importe peu. Je sais pas pour toi, mais si tu t'amuses à diluer une goutte de vodka dans une bouteille d'eau tout en la secouant vigoureusement, tu ne vas pas tomber dans un coma éthylique en buvant un verre. Mais bon, si le bon sens ne te suffit pas, dis-toi que de nombreuses publications scientifiques ont permis de mettre en avant l'inefficacité des traitements homéopathiques. On peut par exemple citer la méta-analyse de Lancet, publiée en 2005, qui repose sur 19 banques de données médicales et qui a clairement mis en évidence que l'effet de l'homéopathie ne se distingue pas de l'effet placebo. Et elle n'est pas la seule, loin de là. Le rapport du National Health and Medical Research Council australien, publié en 2015, va également dans ce sens. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo de la chaîne Statistiques expliquées à mon chat consacrée à ce sujet qui est vraiment génial. Les laboratoires Boiron, pourtant leaders en France de l'homéopathie, avouent eux-mêmes sur leur site « Des travaux de recherche sont menés dans le monde pour comprendre l'activité des hautes dilutions sans que le mécanisme d'action ne soit encore expliqué. » Bref, du coup l'idée que l'homéopathie puisse avoir un quelconque effet ne repose sur vraiment pas grand-chose de tangible, si ce n'est l'effet placebo. Ah oui, l'effet placebo, c'est un truc assez dingue, il a été mis en évidence par Paracelse, un médecin du XVIe siècle. En fait, le gars s'est rendu compte qu'il suffisait que les patients viennent à une consultation pour que leur état de santé s'améliore. Même si, médicalement parlant, il avait absolument rien fait. C'est la démonstration de l'effet placebo. Mais ça marche aussi dans les deux sens, on peut avoir aussi un effet négatif, à ce moment-là on parle d'effet nocebo. En fait, les explications sont encore aujourd'hui assez minces. Il y aurait un lien entre la réaction du corps suite à la prise d'un placebo et l'effet que le patient attend qu'il se produise. Une étude a par exemple montré en 2016 que la prise d'un placebo active certaines zones du cerveau et ça permet même de prévoir la réponse. En fait, le cerveau produit lui-même la réponse qui est censée produire le principe actif. Par exemple, si tu prends du sucre en pensant prendre un Doliprane, ton cerveau va libérer de l'endorphine, une hormone qui va rapidement soulager la douleur. Donc ça a bien à voir avec notre cerveau, mais comme il reste des zones d'ombre, on trouve toujours des personnes qui lui confèrent des pouvoirs démesurés comme la guérison d'un cancer. Alors, déjà l'effet qui est démontré dans cette étude, c'est de l'antidouleur, donc rien d'absolument extraordinaire, et si on sait que l'effet placebo est remarquable contre des problèmes de santé sans gravité, comme les migraines, les troubles du sommeil ou les troubles de l'anxiété, le corps a ses limites et ne se débarrasse pas tout seul d'un rétrovirus. D'ailleurs, l'effet placebo est utilisé dans les tests statistiques pour constater de l'effet d'un médicament. C'est donc que d'après les essais cliniques, chacun des médicaments allopathiques, donc le contraire des médicaments homéopathiques, ont un effet bien supérieur à celui d'un dragée de sucre, et c'est prouvé. D'accord. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo sur l'homéopathie réalisée en collaboration avec Biosphere.
Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était franchement chouette. Voilà, donc bah, je vous invite fortement à aller voir ce que fait ce monsieur, parce que c'est vraiment tip top. Si vous adorez la biologie en plus, T'es gentil. c'est du niveau de Dirty Biology. Peut-être pas. N'ayons pas peur des mots. Voilà. Non, franchement, allez voir, c'est vraiment top. Et puis en plus, c'est un mec cool, donc voilà. Et puis. Et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cet exercice un peu différent de ce que je fais d'habitude. Hein. Bon, il reste encore des animations, et puis vous inquiétez pas, de toute façon, les vidéos classiques continueront. C'était juste pour la collaboration, on a essayé de s'essayer à de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo sur les aurores boréales réalisée avec un invité de marque, Eng. Ouais, surtout, c'était moi l'invité de marque quand même. Hein. Je t'ai invité sur ma propre chaîne. Donc, Monsieur d'où ça vient s'invite sur sa propre chaîne. Et moi, je vous invite à aller voir le dernier court-métrage de ce monsieur qui est sur l'alcool. Qui n'aime pas l'alcool. Les gamins, peut-être. Oh punaise. C'est quoi la moyenne d'audience de ta chaîne? Je pense que ce sera beau. Et puis bon, bah, du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de vous abonner à sa chaîne aussi. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao. Allez vous faire foutre.